Les partis politiques ne peuvent pas tout. Quelques mois d'une campagne électorale faussée, escamotée, presque volée, ne permettent pas d'éveiller les consciences de la majorité des Français, quels que soient les dévouements, les engagements, les mobilisations militantes. Les hommes politiques ne peuvent pas tout. La présidentielle a apporté la preuve qu'il n'y a aucune victoire électorale possible ou envisageable sans mener jour après jour le nécessaire combat culturel et de lutter contre l'emprise du parti des médias sur les opinions publiques. En 2022 comme en 2017, ce sont les vecteurs officiels de l'information qui ont choisi le candidat vainqueur à l'Élysée. Le parti des médias règne donc encore en maître. Avec votre aide, plus pour longtemps. Il faut donc réduire le parti des médias aux mains de la bien-pensance, des oligarques ou de l'État, en renforçant une presse alternative vraiment indépendante et totalement libre. Depuis 8 ans, TV Liberté mène ce travail incessant avec succès. Mais imaginez un instant que TVL atteigne la taille d'un BFM, d'un TF1 ou de France 2. Le scandale d'état de la gestion sanitaire aurait fait la une et aurait livré son lot de mensonges éhontés. Imaginez. Le scandale d'état McKinsey aurait fait la une et aurait été pleinement connu des Français avant qu'ils se prononcent dans les urnes. Imaginez. Pour mettre TV Liberté au sommet donc de l'information, pour que TV Liberté touche donc tous les Français, il est nécessaire que les donateurs et les téléspectateurs ne relâchent pas leurs efforts. Nous les sollicitons à nouveau aujourd'hui. Notre appel aux dons doit permettre d'amplifier l'action de TV Liberté, d'équilibrer notre budget annuel, de prendre en compte les mois d'été où les rentrées financières se raréfient et surtout de soutenir les actions de développement des prochaines semaines. La priorité est en effet la refonte complète de notre site internet. Il s'agit de le rendre plus attractif, plus intuitif, plus ergonomique, mais aussi et surtout plus sécurisé. Un vaste travail de sécurisation pour prévenir des attaques que nous subissons. Le site internet de TV Liberté est, vous l'avez bien compris, le gage de la diffusion et du rayonnement de nos programmes. Mais censure, la dernière en date de Google YouTube, remonte à peine quelques jours de bannissement en interdiction. Le développement de notre site internet est donc un élément vital de notre développement et à ce projet s'ajoutera aussi d'ailleurs la création de nouvelles applications mobiles et l'arrivée d'applications TV. Notre mission est claire, nos objectifs sont tracés, participer à la grande aventure de la presse alternative en nous soutenant financièrement. Imaginez un instant que TVL ait la puissance de France 2, TF1 ou BFM. Aidez-nous par un don utile contre le parti des médias. Contre ce parti des médias, prenez le parti des libertés. Aidez TV Liberté. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de Politique et Économie. Bonjour Olivier. Bonjour Pierre. Et bonjour à notre invité Marc-Gabriel Draghi. Bonjour messieurs Pichon et Bergerot. Merci pour vous votre êtes invitation. Marc-Gabriel juriste, vous êtes aussi l'auteur de cet ouvrage, Le Grand Reset en marche, pour lequel vous étiez déjà venu. D'ailleurs, je précise à nos téléspectateurs que l'interview avait fait plus de 500 000 vues, donc si vous voulez
vous intéresser à ce sujet du Great Reset. C'est une interview qui avait bien marché. Marc Gabriel, on va commencer tout de suite notre entretien en évoquant les pénuries qui frappent la France, évidemment, mais aussi la Chine et les États-Unis. Alors, c'est des pénuries qui touchent plein de domaines. Il y a les vêtements, les pneus, les composants électroniques, les huiles alimentaires, l'acier, matériaux BTP, le paracétamol et surtout l'engrais, les engrais. Et c'est surtout sur ce sujet que j'aimerais vous entendre, Marc Gabriel Draghi. Pourquoi manque-t-on d'engrais en France et plus généralement dans l'Occident ? Alors, pour remettre dans le contexte des pénuries, je pense qu'il faut préciser que la grande réinitialisation a été actée au début de l'année 2020, mais désormais, on est passé à la deuxième phase, c'est-à-dire la grande narration, le grand récit. Donc, il y a un grand récit qui se met en place au niveau des gouvernements affiliés au Forum économique mondial et à la Commission, elle aussi affiliée au Forum économique mondial. Et on est, pour présenter les choses un petit peu simplement, la grande réinitialisation, il y a 4 étapes. On a déjà vécu la première, on va dire la pestilence, vous savez, les 4 chevaliers de l'Apocalypse qui étaient sur la couverture de The Economist en 2019. Oui. The Economist, journal... Janvier 2019. Oui, journal d'Evelyn de Rothschild et de Lynn Forrester Rothschild, on en reparlera peut-être après. Et dans cette couverture où beaucoup de choses étaient annoncées, que nous sommes déjà en train de vivre avec les QR codes, le métaverse... Le pangolin. Le pangolin. Là, il y avait la présence des 4 chevaliers de l'Apocalypse. Cavalier. Pardon, cavalier, exactement, cavalier. Excusez-moi, parce qu'un chevalier, bon... C'est très important, oui, voilà. Cavalier de l'Apocalypse, et qui était basé en Grande-Bretagne. Donc c'est aussi intéressant de savoir d'où viennent les objectifs de cette grande réinitialisation. Mais en fait, donc il y a la pestilence, on a vécu ça, la soi-disant pestilence sur les 2 dernières années, mais on est dans le grand récit. La guerre... actualité depuis février 2022. Et maintenant, les pénuries qui sont peut-être les prémices au 3e cavalier de l'Apocalypse, la misère, la famine. Donc c'est à mettre dans ce contexte-là. Et pour l'instant, je vais peut-être vous surprendre, factuellement, je ne pense pas qu'il y ait réellement des pénuries au niveau alimentaire. Vous avez cité les composants électroniques, les matériaux de construction, oui, puisque c'est la conséquence du blocage de l'économie en 2020 et des confinements drastiques qui continuent, vous l'avez dit en Chine, à paralyser l'économie mondiale, puisque l'atelier du monde, issu de la mondialisation, fait des lockdowns et des verrouillages. Il y a des centaines de navires dans le port de Shanghai qui sont bloqués. Qui attendent. Et donc, dans les 2 sens, bien sûr. Importation, exportation, mais surtout exportation. Exactement. Donc, c'est ça qui, en ce moment, permet à nos dirigeants, est-ce qu'ils sont encore nos dirigeants, en tout cas, aux gens qui sont à la tête des provinces, des pays concernés, en général les Young Global Leaders, de nous commencer à nous habituer à un récit soviétique. Ticket de rationnement, ticket alimentaire, pénurie. C'est The Economist, encore une fois, fin 2021, a appelé ça The Shortage Economy. L'économie de la pénurie, vous savez, avec cette une des rayons de supermarché avec une pomme vide, une seule pomme qui représente le monde, une pomme verte. On en reparlera après. Et plus précisément sur les pénuries alimentaires, donc ça a été vu avec les huiles de colza et de tournesol. Voilà. Je pense qu'il y a d'autres explications que le ramadan, honnêtement. Et je pense, moi, qu'il y a des manipulations au niveau des marchés des matières premières. Absolument, absolument. Puisqu'en Espagne, vous voyez, il n'y a pas de pénurie d'huile. C'est exactement le bon exemple. La Slovénie, qui n'est pas très loin non plus, et qui n'est pas non plus un pays producteur comparé à nous d'huile, d'oléagineux. Il y a plus fort que la Slovénie. Et eux, ils ne connaissent pas de pénurie. Donc nous, c'est peut-être parce qu'on a un président qui est affilié très étroitement au Forum économique mondial, qui fait qu'on nous sert un narratif, donc l'essence à 2 €. Bon, l'essence, ce qui est vrai, la guerre en Ukraine a perturbé les approvisionnements en combustible, en énergie fossile, gaz, pétrole, mais il y a aussi une manipulation de nos politiques qui font que
les prix augmentent et qu'on nous sert un narratif pour nous acclimater. J'ai vu votre très bonne émission avec Bernard Monod à serrer la ceinture, à rajouter un cran à sa ceinture. À notre ceinture, en effet, oui. Et je pense que cette pénurie, alors on va rentrer dans les détails, mais concernant, je rentre tout de suite sur les engrais. Allez-y, ouais. Donc en fait, sur les engrais azotés, c'est une question vraiment significative, puisque sur les pénuries d'engrais, la Chine, qui est un gros producteur, vous l'avez dit, déjà verrouille et a mis une interdiction d'exportation des engrais azotés. Donc les engrais azotés, en fait, c'est les engrais faits à base d'ammoniac, à base d'azote. C'est donc le pétrole, quand même. Le pétrole, le gaz naturel, tout ce qui est méthane. Et ces engrais, dont la Chine est un gros producteur, la Russie également. Et l'Ukraine, et je crois aussi la Biélorussie, il me semble. Oui, gros producteur donc d'engrais, en effet, à partir du gaz et du pétrole. Bon. Et en plus, alors là où c'est un peu... C'est pas la Russie qui a cessé d'exporter et la Chine qui a diminué ses exportations au profit de son marché intérieur? Alors la Chine sur le refus d'exporter, alors il y a toujours... Elle explique que, vous savez, elle a eu des pénuries d'électricité. Oui, donc, en effet, parce qu'elle est en limite de rupture. Certaines régions peuvent se trouver coupées d'approvisionnement électrique. Ça fait déjà un certain temps que la Chine est limite. Et alors, on va y revenir un petit peu après, mais je pense, moi, que la Chine, même si c'est l'atelier du monde et qu'au niveau des capacités productives, elle est bien plus puissante que l'Europe désindustrialisée, la Chine joue quand même un rôle dans cette grande réindustrialisation, tout simplement parce qu'avec les verrouillages que vous avez évoqués, elle est en train aussi... La Chine, c'est un peu un bodybuilder. Oui. Et là, quand on est dans un climat de pénurie pour un bodybuilder, le bodybuilder qui est habitué à un régime hyper protéiné, c'est celui qui va souffrir en premier. La Chine, le fait c'est l'atelier du monde et qu'elle soit évidemment moteur pour ses exportations, mais aussi elle dépend des marchés européens, américains. Donc vous comprenez bien que si les flux mondiaux et qu'il y a des ruptures dans les marchés en termes d'exportation et d'importation, la Chine va souffrir aussi dans cette grande réindustrialisation. On est dans un redécoupage de blocs, mais croire que la Chine, oui, au niveau géopolitique, son rôle est de détruire les États-Unis d'Amérique au niveau hégémonie. Ça, elle va le faire, puisque on va en parler après, le yuan numérique. Avec la monnaie, notamment. Tout à fait, on en parlera tout à l'heure. Avec le yuan numérique. Mais pour revenir sur son rôle, elle participe à provoquer des pénuries d'engrais azotés, soi-disant ou peut-être volontairement dans un contexte de défense de son économie, vous l'avez dit, c'est probable, mais ces verrouillages globaux vont aussi lui attirer des problèmes. On voit aussi qu'elle est en train de détruire entre guillemets, les jardins privés. Sous prétexte de la grippe aviaire, un nouveau variant de la grippe aviaire qui aurait été transmissible à l'homme. Qu'est-ce que vous entendez par jardin privé? C'est le jardin... Votre potager, Monsieur Bergerot, si vous étiez chinois, le gouvernement viendrait dans votre potager et détruirait vos plants de tomates, vos plants de carottes. En France, on appelle ça les jardins ouvriers. Les jardins ouvriers. Qui ont décliné pendant certaines années et qui reprennent maintenant massivement. C'est une bonne chose. Pourquoi? Oui, c'est une bonne chose. Et pour revenir sur les pénuries, juste avant la guerre en Ukraine, des grands producteurs d'engrais, des grands producteurs de fertilisants pour faire plus global. Oui, parce qu'il y a aussi la potasse. La potasse, oui, notamment en Biélorussie, donc c'est impacté. Mais même avant le conflit, l'officialisation du conflit, ces grands producteurs d'engrais qui sont Yara International, The Mosaic Company, qui est une firme américaine, CF Industries, et allez, on va en rajouter une, Qinghai Salt Lake, une entreprise chinoise, ont, dès 2021, commencé à réduire leur production. Leur argument était le prix du gaz naturel, déjà. Est-ce qu'il n'y a pas aussi une convergence avec la préoccupation écologique ? Alors, c'est exactement ça. C'est le motif principal. Alors, ça sera l'objet de la deuxième partie de la mission. Juste pour finir, ce qui est intéressant, vous avez invité l'excellent Guy de Lafortelle, j'en profite, qui vous a parlé de la concentration totale de l'économie, notamment sur les firmes pharmaceutiques avec Pfizer, Merck, qui ont joué un rôle dans la crise. Avec BlackRock en haut. Avec BlackRock en haut. Et figurez-vous que dans cette crise des fertilisants, on retrouve exactement les mêmes acteurs. Avec BlackRock, The Vanguard Group. Oui, voilà, Vanguard Group, qui est dans le groupe BlackRock. Je rappelle quand même que BlackRock, c'est
le PIB de la France, de l'Angleterre, de l'Italie et de l'Allemagne. Et là, on assiste à une concentration, bon, vous l'avez très bien décrit, une concentration totale de l'économie. Et sur tous les secteurs, sur tous les sujets de la grande réinitialisation, on voit des acteurs qui sont à la tête, Guy de Lafortelle dit le patron des patrons, à la tête des grandes entreprises que je vous ai citées, CF Industries, c'est Yara, BlackRock qui est derrière avec Vanguard. Alors BlackRock, j'ai regardé il y a quelques jours, je crois que BlackRock a rétrogradé en termes d'actionnaires principaux. Oui. Mais s'il n'y a pas BlackRock, c'est The Vanguard. C'est The Vanguard. Et dans notre belle économie capitaliste où la concurrence est roi, figurez-vous que BlackRock et The Vanguard Group s'interpénètrent. C'est-à-dire le plus grand actionnaire de BlackRock, c'est The Vanguard Group, et vice-versa. Ou State Street Company, ou Wellington Company, Capital Research Management. Tous les grands gestionnaires d'actifs s'entrepénètrent. Et en réalité, on assiste à une concentration totale du capital qui joue un rôle dans la gestion politique et stratégique de ces grandes firmes, à la fois pharmaceutiques et maintenant de l'engrais et des fertilisants. L'agro-business, quoi. L'agro-business. Alors en plus, si on rajoute à ça, vous avez parfaitement raison, si on ajoute à ça les grandes firmes, Unilever, Kellogg's, Mars... Unilever, c'est l'huile, à l'origine. C'est l'huile à l'origine, groupe néerlandais. Si on rajoute à ça des sociétés comme... je vais y arriver, comme Danone, Nestlé. Bien sûr qu'il y a des actionnaires qui peuvent être majoritaires, mais on retrouve toujours ces mêmes noms, qui ont un pouvoir d'influence colossal. Ça avait été très bien écrit dans l'émission que vous avez faite. Là, sur les pénuries, et pour moi, il y a un tout petit peu de rupture de stock, c'est-à-dire de surstock de quelques individus, comme moi, par exemple, qui ont tendance à acheter des bouteilles d'huile de tournesol. Je ne spécule pas, mais qui font des réserves. Mais c'est résiduel comparé aux industriels qui, eux, déjà, amassent. Et surtout, alors Guy de Lafortelle n'est pas d'accord, mais sur les traders, il y a quand même des manipulations qui sont en cours. Et je vais être d'accord avec lui, le plus important, ce sont les opérateurs. Ce sont les grands groupes comme Louis Dreyfus. Céréales, à l'origine. Voilà, les armateurs qui ont les containers où se trouvent les céréales et qui les transportent et qui peuvent, comme vous l'avez dit, décider de faire des allers-retours et ne pas débarquer au port. Il y a aussi MSC, j'en profite, affaire Kohler, voilà. MSC qui est devenu le plus grand armateur mondial, dépassant le groupe Maersk danois. C'est intéressant, en 2022, MSC est devenu le plus grand armateur. Donc pour vous, il n'y a pas vraiment de raréfaction des ressources qui expliquerait ces pénuries? En fait, il y a une raréfaction des ressources, mais elle est provoquée. C'est-à-dire, si je vais chez vous, votre potager, bonjour Monsieur Pichon, vous avez des plants de tomates, je les piétine, et je vous dis, il y a une raréfaction de vos plants de tomates. Vous n'allez pas me dire non, mais il y a une explication à cette raréfaction. Je vous aurais envoyé avant mon bosseron pour vous mordre les mollets. Je comprends bien. C'est tout à fait normal, mais c'est ce qu'on devrait faire. Mais on n'a plus cette capacité-là au niveau de l'hyperclasse mondialisée. Mais sur la raréfaction, elle existe, mais cette raréfaction est provoquée. D'autant que, comme il y avait encore des stocks, la raréfaction fait monter les prix et par conséquent les stocks sont valorisés. Tout à fait. Et pour revenir à des arguments qui sont censés, certains peuvent expliquer qu'on constate la hausse des prix est naturelle puisque c'est pour prévenir des éventuelles pénuries plus tard. Parce que les libéraux, si on estime qu'on est encore dans un système libéral, estiment que les marchés ont l'objectif de définir le prix juste, donc de lisser la hausse. C'est-à-dire, ce n'est pas du jour au lendemain où on voit qu'il y a une pénurie et ça explose. Mais ça, moi personnellement, quand on regarde les cours, il y a de la manipulation qui est déjà en cours. Alors pourquoi, c'est quoi l'intérêt d'organiser cette raréfaction? Alors, les 4 cavaliers de l'Apocalypse... Alors, j'attends le 4e quand même. Ah, je le dirai tout à la fin, parce qu'il y a un objectif. La mort de qui, on verra. Ou la mort de quelle structure. Le but de faire une pénurie, je vais vous donner un exemple très simple. J'ai essayé d'acheter de l'huile de tournesol. Comme je fais fréquemment, je suis passé à la grande surface, malheureusement, parce que voilà. J'ai pris 2 bouteilles. J'avais pas vu, on était limité à 1 bouteille par personne. J'arrive avec mes 2 bouteilles. Bon, elle me dit non, vous allez la caissière me dit non, faut aller remettre la bouteille que vous avez mise, vous avez le droit qu'à 1. D'accord? Je dis bon, moi petit malin, me pensant petit malin, voilà, je redépose, je dis je vais retourner dans la grande surface et je vais reprendre la 2e. J'ai payé en liquide. Je tiens à le préciser, j'ai payé en liquide. Je paye ma première bouteille, je retourne comme me pensant très intelligent, je retourne, il y a d'autres caisses, je vais à une autre caisse et il y a quelqu'un qui vient me voir, toujours en payant en liquide, et qui me dit « Monsieur,
On vous a vu, vous avez déjà pris une bouteille d'huile d'olive. Donc quel intérêt déjà, monsieur Bergerot, dans la stratégie de la grande réindustrialisation, la crise qu'on a vécue qu'on vit depuis 2 ans, qui va être réactualisée, on l'a vu avec monsieur Macron qui a remis le masque avant-hier, le but c'est le contrôle. Oui, toujours le contrôle. Mais attendez, le monsieur qui est venu vous dire que vous aviez déjà acheté une bouteille, quel pouvoir? Il est fondé de pouvoir? Il a des possibilités juridiques de vous l'interdire? Alors là, par contre, c'est un très bon argument. Parce que, honnêtement, j'étais pressé, il fallait que je retourne travailler. Non, mais c'est un très bon argument. Déjà, je l'ai quand même un peu houspillé. J'allais dire, on en est là. C'est-à-dire... pardon, monsieur, vous êtes flic? Voilà, non, mais on en est là à ce niveau-là. Donc après, évidemment, on m'a dit que c'était pas bien ce que je faisais, puisque vis-à-vis des autres et de l'intérêt général, les gens qui voulaient de l'huile d'olive, mais de l'huile de tournesol ou de colza, j'étais un mauvais citoyen. Mais déjà, je me suis posé la question, comment avait-il fait? Donc il y a des caméras de surveillance, mais on y reviendra sur un autre thème. Mais le but de ces pénuries, c'est déjà de nous faire peur. C'est-à-dire, moi, j'ai des enfants en bas âge. Vous comprenez bien que s'il y a des pénuries alimentaires, mon gamin de 9 mois, mon enfant de 9 mois, déjà, ça va commencer un peu à me crisper. Mais justement, le but de notre hyperclasse mondialisée, pour sauver ce système, qui est en fait qui est déliquescent depuis 2008, puisqu'en fait on a fait le too big to fail, c'est-à-dire vous ne faites pas faillite, vous avez fauté mais vous ne faites pas faillite, donc on est sorti du capitalisme historique, classique, du capitalisme classique, pour sauver ce système de fraude, d'escroquerie que vous connaissez bien et que vous dénoncez depuis des années. Ils sont en train de se crisper sur nous et de resserrer les mâchoires pour plus nous contrôler et nous forcer à aller vers un système économique et social de réorganisation des richesses du bas vers le haut. Mais justement, cet effondrement économique, parce qu'on voit, c'est Christophe Guilluy qui explique ça, qu'en fait, il n'y a que 20% de la population qui est nécessaire pour conduire l'économie. C'est quoi, en fait, au-delà du contrôle, est-ce que c'est vraiment le contrôle, le but de cet effondrement provoqué? Alors, le but pour moi, au-delà du contrôle, c'est de sauver le système. Oui. Le système, il est parasitaire. Les gens qui sont au-dessus... On l'effondre pour le maintenir. C'est un effondrement contrôlé. On l'effondre, en fait, si vous voulez, on est sur une économie de la dette. En fait, la dette, c'est de la destruction de richesse. Et eux, ils veulent réorganiser le système de distribution de richesse. Nous, vous et moi, on coûte trop cher. On coûte trop cher à l'oligarchie. C'est-à-dire, le but, dans un système où, en fait, vous voyez bien que la croissance est en berne, que la destruction de la monnaie et l'hyperinflation font des dégâts. Croissance du premier trimestre en France, 0. Voilà. Donc là, on y est déjà. Plus l'hyperinflation. Plus l'inflation et l'hyperinflation qui arrivent. Donc là, en fait, le système, il est à bout de souffle. Le but, c'est de nous contrôler et de d'effondrer le système à leur avantage. Pour réorganiser autre chose après, le monde d'après. Vous avez dit du haut vers le bas, du bas vers le haut. C'est-à-dire, si je vous suis, on prend des richesses aux pauvres pour les donner aux riches. C'est pas un peu énorme, ça? Comment dire? C'est l'objectif politique de ces gens-là. Mais les riches sont déjà plus riches que n'étaient les riches avant. Oui, mais c'est l'hubris, c'est-à-dire il nous en faut toujours plus. C'est ceux qui sont en haut de la pyramide. Donc déjà, le profit est-il le seul objectif de ces gens-là? C'est une question que l'on peut se poser. La transformation du monde, la destruction créatrice qui est chère à certains, la destruction créatrice, c'est un bon constat. C'était l'idée de Schumpeter. C'était l'idée de Schumpeter. C'est un bon constat. Mais qui sont les destructeurs? Qui sont les constructeurs? C'est ça. Alors, cette réorientation du système, on va le voir dans un instant avec notre invité Marc et Gabriel Draghi, va passer par une révolution de l'agrobusiness. On va faire une pause. On continue notre entretien avec Marc et Gabriel Draghi. Alors, on l'évoquait à l'instant, Marc-Gabriel, cette révolution de l'agrobusiness, comment ça va se passer? Ça passe par quoi? Donc, la révolution de l'agrobusiness, déjà, en fait, on en a parlé, c'est le démantèlement organisé des engrais azotés. Pour faire une précision, les engrais azotés, ça représente
la moitié de la production alimentaire mondiale. C'est-à-dire la moitié de la production alimentaire mondiale est dépendante des engrais azotés. Donc ça, c'est la source, c'est le magazine Nature en 2008. Oui, c'est fiable. C'est assez fiable et c'est pas un magazine complotiste ou conspirationniste. Non. Donc imaginez une perturbation sur ces approvisionnements d'engrais, il va y avoir des difficultés dans la production même alimentaire, agroalimentaire. Et concrètement, ça va se matérialiser dans le fait que moins de céréales, moins de grains, donc des choix à faire au niveau de la production agricole. On pourra peut-être nous dire dans quelques semaines ou quelques mois, le bétail qui émet beaucoup de méthane et de CO2 et qui consomme des protéines végétales, ces protéines végétales, on doit faire un choix, les hommes ou les animaux. Donc peut-être qu'une partie des cheptels, notamment comme d'habitude en Europe, vont être supprimés parce qu'on va être en pénurie de céréales. Oui, mais les déjections animales, c'est de l'azote qu'on peut mettre dans les champs aussi. En plus, c'est naturel. C'est-à-dire, en vrai... Sous réserve de la prolifération des algues vertes dans la baie de Saint-Brieuc, par exemple, qu'on appelle maintenant, qu'on a rebaptisé la baie des cochons, comme vous le savez. Bon, non, il y a quand même l'azote d'origine animale. Donc là, on se coupe véritablement de toute ressource. Là. Mais le but, malheureusement, c'est ça. Je pense qu'il y a un programme qui est fait sciemment pour démanteler le système agroalimentaire qui résulte en gros de la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Oui. En fait, la Deuxième Guerre mondiale, bon, il y a eu des défauts et des avantages, mais c'est un système qui était basé sur le pétrole, le gaz, les énergies qu'on qualifie fossiles et qui est en fait peu coûteux. Je vous rappelle qu'avant 1973, Monsieur Pichon, vous pouvez peut-être en témoigner, faire un tour en voiture et même faire un plein d'essence, c'était de la rigolade. Et en 71. 1 litre, 1 franc, 1 litre. Oui, mais en 71, le baril de pétrole, valait $1,05. Voilà. Donc, on peut mettre ça en relation avec le coût qui a été fait en 1973 par les mêmes firmes ou les mêmes cercles qui sont à la tête qui sont nos élites maintenant, avec la guerre du Kippour de 1973 et le choc pétrolier. Les manœuvres d'Henry Kissinger, je renvoie à mon premier livre, je me permets de faire un peu d'autopromo, les manœuvres d'Henry Kissinger pour faire porter le chapeau aux monarchies pétrolières arabes, comme là actuellement le grand ennemi est devenu Vladimir Poutine, c'est-à-dire le prix de l'essence ou du gasoil qui augmente, c'est le méchant Vladimir Poutine qui est devenu fou et qui va embraser le monde. C'est à mettre en relation avec ce qui s'est passé en 1973. Mais en 1973, ce n'était pas une crise pétrolière, c'était une crise monétaire. Exactement. Puisque le dollar était trop bas pour satisfaire en effet les monarchies, les pétromonarchies. C'était une crise monétaire qui avait besoin d'une mutation du capitalisme et d'augmenter les coûts parce qu'en fait les coûts d'investissement, il y avait aussi un rapport avec le pétrole puisqu'en fait on a le dollar qui avait été déconnecté du système de changeur dollar as good as gold 1944. 71. Voilà, avec une suspension de la convertibilité hors du dollar. Merci Milton Friedman. Ce système-là avait besoin d'une mutation des infrastructures économiques pour installer sa puissance. Et c'est l'ère du pétrodollar qui est peut-être en train de se terminer. Revenons quand même à l'agro-business. Et tout ça, c'est une histoire de coût du système de cet agro-business. Et cela, on le retrouve dans un rapport de la fondation Rockefeller, j'aimerais qu'on en parle, qui est intitulé « Reset the Table ». Et alors elle a aussi écrit le vrai coût de l'alimentation. Donc la fondation Rockefeller, juste pour situer, c'est une fondation qui a été créée en 1913 par le grand John Davidson Rockefeller. John Davidson Rockefeller, l'homme du pétrole, l'homme de la Standard Oil of New Jersey. C'est l'homme qui avait concentré tous les moyens de production aux États-Unis. Voilà. Et qui avait même fait en sorte que tous les transporteurs de pétrole soient pénalisés, sauf évidemment ceux qui travaillaient pour lui. Bon, c'est typiquement le monopole. Et la concentration. Voilà. Donc c'est drôle de voir la Fondation Rockefeller derrière cette initiative, puisque cette même Fondation Rockefeller a construit le système agroalimentaire occidental, plus précisément américain. C'est-à-dire, vous savez, mais même en France, avec le plan Marshall, vous savez que la politique de remembrement
qui ne sont pas des mauvaises choses. Je ne dis pas que tout était mauvais. Mais cette même fondation Rockefeller qui nous explique dans son rapport que ce que nous mangeons est sous-évalué en termes d'impact et de coûts financiers et notamment environnemental, cette même fondation qui a créé toutes les grandes firmes agrochimiques, Bayer, Monsanto, ou qui les maîtrisent, ou qui les a financées soit par en dessous ou soit officiellement, c'est elle qui demande maintenant de réorganiser et de restructurer ce même système. Ce qui est assez drôle. Et ça va évidemment dans les objectifs d'agenda vert, de Green New Deal, de développement durable, on en reparlera après, qui sont couplés aux objectifs du Forum économique mondial. En fait, tous ces piliers-là, la Fondation Rockefeller est partie prenante et contributeur du Forum économique mondial. J'en profite pour leur dire maintenant, ça fait des années que certains parlent de gouvernement mondial. Actuellement, depuis mars 2020, regardez les décisions politiques, le confinement sur 2/3 de l'humanité, tous les chefs d'État qui reprennent à peu près les mêmes modes d'emploi. On peut parler en tout cas de gouvernance globale ou de gouvernement mondial non officiel. Et ce gouvernement mondial, il s'appelle peut-être le Forum économique mondial de Davos. En plus, forum, je vous rappelle que chez les Romains, c'était l'Assemblée populaire qui prenait les décisions politiques. Oui, sauf que populaire, vous pouvez retirer le mot. Tout à fait. Populaire n'est pas oligarchique. Voilà. Et en fait, c'était l'Assemblée qui prenait les décisions politiques. Et là, le Forum économique mondial a clairement presque officialisé ce capitalisme des parties prenantes, les partenariats publics-privés, c'est-à-dire l'hybridation du secteur public par les firmes privées transnationales. Et McKinsey, voilà. Et j'en profite pour dire, alors vous parlez de McKinsey, c'est une très bonne référence. Wall Street... Si on peut dire. Oui, ils sont pas mal en PowerPoint, a priori. Je n'ai pas ces qualités. Donc McKinsey, pour revenir à notre sujet, a été mandaté par ils ont toujours des noms un peu compliqués à dire, c'est le groupe de travail sur la divulgation financière pour le climat, et par le Conseil des normes de soutenabilité pour la soutenabilité écologique, qui regroupe BlackRock, Barclays, The Vanguard Group, The Carlyle Group, excusez-moi pour mon accent anglais, mais a été mandaté pour évaluer la valeur financière de l'ensemble de la nature. Et McKinsey. Et figurez-vous que McKinsey a évalué la nature, l'écosystème naturel à 4 milliards de dollars. Et à ça, on peut en parler tout de suite. Ce groupe de travail de divulgation financière relatif au climat a été fondé par la Banque des règlements internationaux, le gouvernement britannique, la Bank of England, tout ça chapeauté par Mark Carney, qui est la synthèse... L'ancien président de la Banque d'Angleterre. Et du Canada, et qui a plein de titres ambassadeur auprès de l'ONU sur l'agenda vert, qui a été responsable de la transition écologique dans le gouvernement Johnson. Mais en fait, lui, ces élites-là connaissent une grande flexibilité du marché du travail, donc ils changent de titre tous les ans. Mais lui, c'est une synthèse. Mark Carney, pour les gens qui s'y intéressent, regroupe coche toutes les cases. Coche toutes les cases. Et juste pour finir, ces gens-là, donc ces groupes de travaux, ont élaboré une nouvelle catégorie d'actions qui s'appelle les Natural Asset Companies, les NAC, voilà. Et tout ça chapeauté par BlackRock, et qui vise en gros à financiariser l'entièreté de la nature présente sur Terre, au motif, j'attends votre réflexion, au motif bien sûr de l'intérêt général et du gaspillage, du non-gaspillage des ressources. Un grand classique. Et alors c'est 4 000 milliards de milliards. Voilà. C'est-à-dire l'estimation du patrimoine naturel. Bon, en réalité... c'est l'UNESCO de la nature, quoi. Mettre la nature en chiffres... c'est compliqué. En plus, fait par McKinsey, en fait, c'est juste une occasion. On va le voir clairement. Regardez le parc naturel des Calanques. Actuellement, maintenant, il faut un QR code pour y accéder. Donc, on pourrait, en plus, il y a eu, depuis ces dernières années et décennies, la France a créé plusieurs parcs naturels qui peuvent être sur des bons motifs. Je n'en disconviens pas. Mais on pourrait voir, l'introduction de certains produits, ces NAC, au CAC 40, parce que les NAC, pour l'instant, c'est sur la bourse de New York, le NYCE, sur la bourse de New York, et ce serait une partie... C'est créer
elle serait cotée comme Apple, Meta, Alphabet. Des sociétés d'actifs naturels. Ils disent saisir la valeur intrinsèque et productive de la nature. Et concrètement, pour qu'on comprenne, c'est les exemples d'actifs naturels qui pourraient bénéficier de la structure NAC comprennent les paysages naturels tels que les forêts, les zones humides, les récifs coralliens ainsi que les terres de travail telles que les fermes. Voilà, et les terres agricoles. Et j'en profite pour le dire. Allez-y. Non, allez-y, Pierre. Alors, les terres agricoles, on est au courant depuis un certain temps que le fondateur de Microsoft, Bill Gates, s'empare de dizaines de milliers d'hectares aux États-Unis. Est-ce qu'on sait pourquoi, dans quel intérêt il fait ça? Alors là, Pierre, lui-même ne sait pas pourquoi. Donc c'est très intéressant. Et j'en profite pour citer aussi un investissement de Bill Gates. Bill Gates a financé d'une manière très importante une société qui fait un lien avec ça, c'est Impossible Food, c'est-à-dire une société qui fabrique de la viande de synthèse et même de la nourriture de synthèse de manière globale. Donc Bill Gates ne sait pas pourquoi, mais parce qu'il a été interrogé lors d'une conférence de presse par une journaliste et il a fait une réponse très évasive, c'est pour accélérer les rendements et empêcher la déforestation. Enfin, un truc bien évasif. Oui, mais en tout cas, il est en situation de monopole aux États-Unis. Et il est le premier propriétaire terrien américain. Il y a un autre acheteur de terre dans le monde entier, c'est la Chine. La Chine achète des terres agricoles en Afrique, mais c'est partout. Et même en France. Hein. Vous savez, tenez, à propos de NAC, de Société d'actifs naturels, j'ai vu une estimation de la pollinisation par les abeilles. Si les hommes devaient remplacer l'abeille pour la pollinisation, qui est essentielle pour l'alimentation, ce serait 25 milliards de dollars. Merci les abeilles. Mais ce serait quoi la technique? Ce serait des drones qui iraient... il faut polliniser à la main. Ouais. Bon, vous imaginez. Bon. Donc, oui, merci les abeilles. Bon. Mais bon, c'est une autre... Non, mais c'est une bonne réflexion. Peut-être que les abeilles les ruches seront valorisées peut-être par des NAC. À l'avenir. Une ruche sera peut-être cotée à la bourse de New York. C'est très intéressant. Donc j'aimerais qu'on reprenne un petit peu cette révolution de l'agrobusiness. En quoi ça consistera à l'avenir pour le consommateur lambda? Alors déjà, ce démantèlement du système agroalimentaire, il est à mettre en parallèle avec les objectifs fixés par la Commission européenne. C'est-à-dire le programme de Fit for 55 qui consiste soufflé à la Commission par BlackRock, qui est membre fondateur des groupes que j'ai cités avant, consiste à dire, en Europe, l'Union européenne, nous devons réduire nos émissions de CO2 de 55% à l'horizon 2030. La COP26, pour l'ensemble des pays signataires à la COP26, et qui ont voulu signer, c'est 30%. Nous, l'Union européenne, 55% à l'horizon 2030. 2030, c'est demain. Je crois qu'ici, il y a quelqu'un qui a parlé d'un suicide de l'économie occidentale. Alors moi, personnellement, je vais même aller plus loin. Je ne pense pas du tout que ça soit un suicide. On va jouer un petit peu le rôle des enquêteurs. Je pense clairement que c'est un meurtre avec préméditation. Je pense qu'il y a une tentative d'assassinat de l'agriculture européenne. Voilà, du système économique européen. Système économique. Et notamment l'agriculture, presque le secteur où il ne nous reste presque que ça. Puisque en Europe occidentale, on est en France 10%. Nous, on est en dessous de 10%. Et voilà. De 10% du PIB. Voilà. Oui, du PIB, oui. Et l'agriculture française a quelques atouts par rapport à la guerre en Ukraine, justement. Parce que le prix du blé va monter, le prix du colza va monter, et donc la France va en profiter. Théoriquement, elle devrait en profiter. C'est encore une fois une très bonne réflexion, puisque normalement, le conflit en Ukraine devrait faire en sorte que la France a un avantage comparatif par rapport aux autres. Sauf que si Ursula von der Leyen et les gens qui sont derrière elle, donc BlackRock, The Vanguard Group, nous inventent des normes de non-émission CO2, on ira voir nos agriculteurs qui sont en capacité de produire encore plus que ce qu'ils produisent, donc d'amener à la France un surplus financier. Peut-être que la Commission européenne nous dira « Non, attendez, là, dira à notre secteur agroalimentaire vous produisez trop de CO2 ». En fait, c'est les injonctions contradictoires d'un Emmanuel Macron qui dit que la France doit être indépendante, mais elle doit être de plus en plus
concurrencés par les Brésiliens, les Argentins. Donc nos agriculteurs, où beaucoup se suicident depuis des décennies maintenant, vont encore, malheureusement, je le crains, subir ces injonctions contradictoires qui sont schizophréniques, mais en fait qui sont pensées et maîtrisées. Vous avez raison. Si on a des dirigeants qui ont un intérêt national au fond de la tête, nous pouvons sortir presque gagnants de cette crise en termes de secteur agroalimentaire. Mais est-ce que ça va se passer? On voit que M. Emmanuel Macron est tout soumis à Ursula von der Leyen, qui est elle-même tout soumise à ces grands groupes financiers. Donc, à voir demain, on nous a promis une France indépendante. Est-ce que la réalité des politiques et des choix, des législations qui vont nous être imposées, le Fit for 55, si à nous... Prêt pour 55%. Voilà. Si à nous trois, on nous dit réduisez vos émissions de CO2, c'est-à-dire en fait ne respirer sur une heure, c'est respirer 30 minutes sur une heure, on va peut-être avoir du mal. Donc imaginez... On va pas beaucoup accepter. Mais je pense que le but, c'est peut-être ça. C'est que plus personne ne respire. Mais non, il y a encore une injonction contradictoire, parce que si je me promène dans les campagnes françaises, qu'est-ce que je vois? Des matériels, des tracteurs, des machines qui s'appellent McCormick, qui s'appellent John Deere, Massey Ferguson. Massey Ferguson. Bon, tout ça, c'est... Mais ça, c'est parce que, Olivier, je pense que nous avons encore un mode de pensée national. Oui. Vous dites, mais les Américains, quel intérêt à faire ça? Sauf que les Américains, ils ont un État profond qui, lui, a un projet global. Et même si McCormick ou les constructeurs de tracteurs américains ne vendent plus ou ont du mal à exporter, j'ai envie de vous dire, peu importe, puisqu'en fait, le but, c'est un contrôle global, notamment de l'économie occidentale. Voilà. Peut-être terminer cette seconde partie, Marc-Gabriel Draghi, en évoquant ce partenariat entre ce que vous évoquiez tout à l'heure, à savoir ce gouvernement global incarné par le Forum économique mondial et les Nations Unies. Voilà, le Forum économique mondial a un partenariat depuis 2019, c'est sur le juin site... 2019. Juin 2019, merci de le préciser. Exactement. Où en fait, l'agenda 2030, qui est promu par toutes les collectivités locales en France. Vous allez sur des sites de grandes collectivités locales... L'agenda 2030, c'est une création des Nations Unies, ça? C'est une création c'est un programme des Nations Unies, c'est un agenda des Nations Unies. Mais en fait, cet agenda, c'est l'agenda de Davos. Ouais. Ils reprennent exactement les mêmes piliers que le Forum économique mondial. C'est couplé, et en plus, chose qui est significative, le Forum économique mondial, qui est un club, qui est comme le Bilderberg, le CFR, le groupe des 30... Qui n'est pas élu, en tout cas. Voilà, pas élu. Un groupe technocratique a un partenariat en lien direct avec les Nations Unies. Ouais. C'est ça qui est fondamental, qu'il faut comprendre. Les Nations Unies, qui sont une organisation internationale, ont un lien direct avec ce Forum économique mondial et reprennent les mêmes objectifs que ce qui est pensé dans ce forum, qui est une assemblée de partenaires publics-privés et qui pense le monde d'après. Un think tank. Oui, beaucoup plus que ça même. Alors, je crois que nous arrivons à la fin de la deuxième partie. Nous allons donc faire une pause et évoquer donc des questions connexes en troisième partie. C'est la troisième et dernière partie de notre entretien Politique Éco avec notre invité Marc-Gabriel Draghi. Alors, on a plus actuellement de 100 pays qui réfléchissent à lancer ou ont déjà expérimenté des monnaies numériques. La Chine, d'ailleurs, en l'occurrence, est la plus en pointe en la matière. Quel avenir, donc, les banques centrales qui fabriquent ces monnaies numériques réservent-elles aux consommateurs de l'agro-business ? Alors, clairement, les monnaies numériques, c'est exactement sur le même principe que les pénuries. Le but, c'est le contrôle ultime. C'est pas moi qui le dis, c'est Augustin Carstens, le directeur de la Banque des règlements internationaux. On retrouve toujours à peu près les mêmes institutions. La BRI, oui. Voilà, la BRI qui avait, juste pour l'anecdote, qui avait voulu prendre la place de Christine Lagarde au moment où elle avait été nommée au FMI. Et les journaux avaient titré un poids lourd contre Christine Lagarde. Je vous invite à regarder qui est Augustin Carstens, c'était assez drôle. Voilà. Et en fait, concrètement, le nœud du système des monnaies numériques de banque centrale, c'est la BRI. C'est elle qui coordonne et pilote toutes les stratégies des banques centrales. C'est la banque centrale des banques centrales. C'est la banque centrale des banques centrales. La banque centrale officiellement qui a été le plus en avance, vous en avez parlé, c'est la Chine via son yuan numérique. Oui. Mais personne n'en parle. Mais en réalité, la banque centrale qui a commencé
avant même la Chine à travailler sur les monnaies numériques de banque centrale, c'est la Bank of England. Bank of England. Voilà, oui. c'est avec le fameux, on parlait d'un Bitcoin, donc il y a plusieurs choses qui peuvent être développées. Oui, non pas le Bitcoin, mais le Bitcoin, voilà. Britney. Voilà, tout à fait. Coin. La monnaie numérique de banque centrale, on va y revenir après notamment, ce n'est pas de la monnaie, mais le but est le contrôle total. En fait, c'est des monnaies numériques programmables. Voilà. Et il faut dire pourquoi c'est du contrôle. Essentiellement parce que d'abord, il est facile de comprendre que si on a du cash, bah, on peut, comme vous tout à l'heure avec votre bouteille d'huile, vous avez raté. Mais enfin, vous avez pensé pouvoir échapper à un certain contrôle. Alors qu'évidemment, une monnaie numérique, un jour nous aurons un portefeuille qui ne sera pas dans notre téléphone, mais qui sera sous la peau. Voilà, implanté Dans un doigt ou dans, que sais-je encore. Une wallet. Ouais, wallet, ils en parlent déjà. Bon. Ils en parlent déjà. Donc, évidemment, c'est une intention de contrôle. Alors, c'est pas une monnaie. C'est pas une monnaie. De toute façon, on peut considérer, moi je ne sais pas ce que vous en pensez, mais que la monnaie est devenue un artifice absolu. Aujourd'hui, c'est un artifice absolu. Le problème, c'est qu'elle n'est plus le reflet de la valeur. C'est ça le problème. Or, elle était le reflet de la valeur, par pays généralement, ou même à l'échelle mondiale. Donc, je pense que... C'est tout à fait ça. C'est tout à fait ça. On y reviendra peut-être après, mais la monnaie, pour moi, en gros, il y a trois volets, trois aspects pour sa définition. Un instrument de mesure, un intermédiaire... Des échanges et un instrument de réserve de valeur. Et réserve de valeur. Alors moi, je suis juriste, donc je me permets de dire, ça va bien au-delà aussi. La monnaie, c'est la norme suprême. En grec, moneta en latin, mais c'était nomisma. Oui. Nomisma qui est dérivé de nomos. Nomos, Oui. la loi. Nomisma, c'est l'enfant de la loi. Et la monnaie, c'est la règle à laquelle personne ne peut déroger. C'est du droit impératif, une norme obligatoire à laquelle personne ne peut déroger. Donnez-moi le contrôle d'une monnaie et je me moque de qui fait les lois. Ben voilà, c'est une citation célèbre. C'est une citation célèbre dont on ne donnera pas l'auteur, parce que les gens la connaissent, mais ça veut tout dire. La monnaie, c'est la norme des normes. Je parle en juriste, certains ne seront pas d'accord, j'en connais qui ne seront pas d'accord, mais c'est la norme des normes. Donc pour revenir sur les monnaies numériques de banque centrale, évidemment, la monnaie a été, j'en avais parlé lors de notre premier entretien, de plus en plus déconnectée de valeurs réelles. De la production ? De la production, voilà. Parce que, donc on y reviendra peut-être après, mais ce qu'on nous propose avec les monnaies numériques de banque centrale, ce n'est plus de la monnaie, c'est un code en réalité. Voilà, le standard, on a connu le standard or dont vous êtes un bon spécialiste, on a connu le bimétallisme, là maintenant ce sera le standard, la fonction de hachage, la ligne de nombre, et ça emmène, c'est presque remplacer la loi, le verbe, par le nombre. Donc on va changer complètement d'optique et on va être sur une société de contrôle total. Et pour revenir, donner un exemple tout simple. Le lien avec l'agro-business. Le lien, tout simplement, là je l'ai dit avec l'occasion des pénuries, en fait les monnaies numériques seront programmables. Donc on pourra très bien vous dire en fonction de vos revenus, vous monsieur Bergerot, ce mois-ci vous avez le droit à 2 bouteilles d'huile de colza. Vous monsieur Pichon, vous avez le droit à 4 bouteilles d'huile de tournesol. Et, et là, voilà, parce qu'on sait que vous avez plus de réseaux, voilà, c'est pour ça. Mais c'est concrètement, les Chinois le font déjà. Le yuan numérique, quand la Chine veut lutter, par exemple, contre le fait que sa jeunesse joue trop aux jeux vidéo, avec l'identifiant numérique qu'il y a sur les passeports, vous savez, les cartes, les titres sécurisés, le jeune Chinois qui veut acheter un nouveau jeu ou déverrouiller un niveau est obligé de rentrer un code et ses parents, alors le yuan numérique concerne à peu près 140 millions de personnes, à peu près 10% de la population, mais c'est sur certaines provinces, et les parents, si il est constaté que ce jeune-là a moins de 18 ans, le gouvernement bloque. Donc les monnaies numériques, c'est un contrôle total. C'est la puissance totale des banques centrales. Les banques centrales ont commencé à prendre le pouvoir. Il y en a qui ne seront pas d'accord, mais 1694 avec la création de la Banque d'Angleterre, même avant avec la Banque des Pays-Bas. Mais elles ont, pour revenir à ce que vous avez dit... Ce qu'on oublie, c'est que les monnaies ont pu fonctionner sans banque centrale. Tout à fait. Jusqu'au XVIIIe siècle. Tout à fait. Les monnaies, alors je me permets de le dire parce que ça va faire le lien peut-être si on aborde les éventuelles solutions, parce que c'est important. Il y a des solutions à ce cauchemar.
vous l'avez très bien dit, la première grande banque centrale qui existe encore et qui a le même fonctionnement actuel, c'est la Banque d'Angleterre 1694. Et je veux parler d'Isaac Newton, qui était le directeur de la monnaie britannique de 1700 à 1727. Ce monsieur, qui était un alchimiste, c'est notoire, vous allez sur son encyclopédie, il était alchimiste. Nous sommes en fait à la fin de l'ère, nous sommes pleinement dans une économie alchimique. C'est-à-dire, le vrai devient le faux, le travailleur devient le feignant et le parasite devient l'homme vertueux. C'est ça qu'il faut comprendre. Le philanthrope. Ça, très bonne réflexion. Mais Isaac Newton, première initiative, et que personne ne souligne, on en reparlera, c'était avant des monnaies bimétalliques. Saint-Louis, le gros tournoi, le franc, même... La livre tournoi, la livre voilà. parisis... Enfin, le parisis, oui. Toutes les grandes civilisations, la civilisation arabo-musulmane était sur un système bimétallique ou trimétallique, si on parle du bronze. Toutes les grandes civilisations reconnaissaient en gros l'or et l'argent comme monnaie. Ouais. C'est un fait. Isaac Newton, qui est de très grand penseur, mais avec son côté alchimique, quand il était directeur de monnaie, a commencé à dire qu'il fallait mettre un ratio fixe à l'or et à l'argent. Ouais. Je ne vais pas aller dans le détail, mais ça déjà, il a fixé ça de manière arbitraire. Ensuite, a été promu Gresham, tout le monde connaît. La loi de Gresham, voilà. Et le financier d'Élisabeth Ier. Non, tout le monde ne connaît pas la loi de Gresham. Monsieur Pichon connaît. Gresham, oui, mais c'est pas le téléspectateur lambda, monsieur Pichon. Olivier. Gresham était le financier d'Élisabeth Ier, à la deuxième moitié du XVIe siècle. Et c'est lui qui a inventé la loi de Gresham, la mauvaise monnaie chasse la bonne. Voilà. C'est-à-dire qu'on thésaurise l'or et on fait circuler l'argent ou le bronze. Donc est-ce que ça veut dire que cette monnaie numérique va chasser l'hégémonie du dollar ? En fait, le dollar, la grande réinitialisation a besoin de la fin de l'hégémonie du dollar. Vous en avez parlé avec d'autres invités, notamment Pierre Hillard. Le phénix qui renaît avec quelque chose qui ressemble, je ne vais pas en parler, ce phénix qui renaît, c'est le panier des DTS. En fait, là, vous le voyez, avec ce qui se passe avec l'exclusion de la Russie de SWIFT, c'est la fin de l'hégémonie du dollar. C'est-à-dire, en fait, on a dit, les Américains, là, on peut parler de suicide, on dit... Ils se sont tirés une balle dans le pied. En fait, c'est une élite globalisée qui a décidé de la fin de l'hégémonie du dollar. Et on va voir les grandes monnaies, on le voit, arriver presque à parité. Le rouble... l'euro et le dollar sont cette semaine quasiment à parité. Ouais. Et en fait, on voit aussi le rouble et le yuan qui commencent à orienter leur parité sur des matières premières, un panier de matières premières. Contrairement à ce qui était dit, Poutine n'a pas adossé le rouble à l'or. Attention. Pas encore. Il y a le directeur actuel du FSB, le successeur KGB, qui a annoncé qu'ils allaient adosser le rouble sur l'or. Hein. Eh ben, merci de me faire la transition. Patrouchev. Merci de me faire la transition. L'or, alors moi je l'explique dans le premier livre et dans le deuxième livre, l'or va jouer un rôle dans l'extermination du dollar et la définition de la nouvelle monnaie mondiale. Si vous voulez, en fait, ça sera une monnaie numérique qui pourrait être le DTS, puisqu'en fait, là, ça a pris du retard, mais il y a une redéfinition du panier de monnaie. Et justement, il est reporté au 31 juillet 2022 et pour une mise en rentrée en vigueur le 1er août 2022. Et ce sera sûrement encore reporté, puisqu'en fait, la guerre redéfinit le contexte international. C'est des négociations, c'est l'occasion de négocier cette guerre. Et en fait, je pense qu'on ira vers un GovCoins. Encore une fois, une couverture de The Economist. L'or va servir à redéfinir le système monétaire international, mais les gens qui décident en haut lieu, au bout d'un moment, l'or, cette relique barbare, vous aimez bien... vous aimez bien citer Keynes. C'est Keynes qui le disait, mais je ne suis pas sûr que ce soit une vraie relique barbare. Ce n'est pas du tout une relique barbare. Voilà. Elle est toujours opérationnelle aujourd'hui. C'est une relique barbare pour les alchimistes. Oui. Voilà, pour les gens, les tenants du système actuel, l'or est une relique barbare. Vous savez que vous avez un autre alchimiste célèbre qui était ministre des Finances aussi de Louis XI, qui s'appelle Jean Bourret, qui était alchimiste. Bien sûr. Et j'ai cherché pourquoi il essayait de fabriquer de l'or avec du plomb, alors qu'il était très riche lui-même. Louis XI l'avait bien gratifié. En réalité, c'était pour aider le trésor royal qui était en déficit. Mais Keynes a inventé, justement, la pierre philosophale, puisqu'il a créé le déficit budgétaire. Tout à fait. Mais eux, ils ont fait mieux que le plomb en or. Ils en font le papier en or. Voilà. Et bientôt, ils vont faire le rien. Le numérique en or. Le rien. En 2030, vous ne posséderez plus rien et vous serez heureux. Là, c'est ce que dit le Forum économique. Dans mon portefeuille, j'ai encore la chance d'avoir des billets, des petits billets. Peut-être qu'à l'horizon de quelques années,
nous n'aurions plus rien. Et ce sera le gouvernement. Alors, on ne va pas rentrer dans les détails parce qu'il y a plusieurs types de structures. Avoir une wallet directement à la banque centrale ou la banque centrale qui, via ses succursales, les banques commerciales, vous délivrent une wallet. Moi, je pense que... Un portefeuille, hein, wallet. Un portefeuille, voilà, oui. Au niveau occidental, il faut bien sauver nos pauvres petites banques qui, en réalité, sont en faillite depuis 2008. Oui, et vous l'avez, Jean-Pierre Chevalier, sur ce plateau, l'explique très bien. Ces banques, ces succursales de la grande concurrence capitaliste privée vont en fait être adossés aux banques centrales et vont sous-traiter les petites tâches que Christine Lagarde ne prévoit pas de reprendre. Et la monnaie numérique de banque centrale, c'est pour demain. C'est-à-dire, on l'a vu avec les convois de la liberté, la Young... Sans besoin de passer par une banque privée, cette banque numérique. Non, les banques privées seront les distributeurs. Les banques privées seront les distributeurs. Et en plus, par exemple, en Grande-Bretagne, par exemple, la Chine, c'est la banque centrale, le gouvernement qui impose de manière dure l'utilisation du yuan numérique. Mais par exemple, les Britanniques, eux, ils vont faire porter l'utilisation, la fin de l'argent liquide. Madame Lagarde a dit, vous inquiétez pas, l'euro numérique, ce sera en parallèle avec le cash. Mais un jour, le cash disparaîtra puisque plus personne n'utilisera. Et comment ? Pourquoi plus personne n'utilisera ? Parce que les gens de l'agroalimentaire, quand vous irez à la grande surface, Visa ou Mastercard vous dira, mais non, attendez, utilisez votre carte bancaire. Vos produits seront moins chers si vous utilisez votre carte bancaire. Comme nous tous, alors moi je le fais pas. Il y a toujours une petite gratification. Ben voilà, il y a une petite gratification avec des bonus et les gens seront contents. C'est-à-dire là, Bologne met en place l'identité numérique. Les commerçants vont vous faire des cadeaux si vous êtes un bon citoyen. Le système joue sur ça. Et quel est le bilan carbone d'une monnaie numérique? Je crois que on va pas en parler puisque les serveurs vont faire exploser. Ben voilà. Non mais il y a rien de plus écologique que les pauvres billets papier où malheureusement on a coupé quelques arbres. On est d'accord. Ouais. Mais c'est l'hypocrisie de la finance verte qui en réalité, la finance verte, ça ne va pas favoriser les agriculteurs, ça va favoriser Wall Street et la maison mère, la City of London. Voilà. J'aimerais qu'on termine cet entretien. Olivier, Marc-Gabriel, alors vous nous expliquez que vous êtes pour un retour au franc, mais contre le Frexit, et que vous êtes, d'un point de vue monétaire, un fervent... vous êtes pour, excusez-moi, un fervent défenseur, merci de me trouver le mot, retour de l'or et de l'argent métal. Du franc germinal. Ça, oui, 1803. Voilà, M. Gaudin. Et on oublie l'auteur, parce qu'on dit toujours c'est Bonaparte, mais on oublie toujours le nom du ministre des Finances de Bonaparte qui invente le franc germinal, c'est Gaudin. D'accord. Tout le monde l'ignore. Mais parce que Bonaparte a tellement... Il éclipse totalement. Il éclipse tout le monde, même les grands serviteurs de l'État. Ouais. Et pour préciser, merci Pierre, parce que j'avais pas eu le temps d'expliciter lors de mon premier entretien. Ça ferait une émission elle toute seule. Voilà, ça ferait une émission. Mais en fait, moi concrètement, alors je suis pour un retour au bimétallisme 2.0, puisqu'il faut toujours vendre. Ouais. Moi, je pense que le bimétallisme, c'est une bonne chose, sauf qu'il y a une réelle problématique. Hors argent, bien sûr. Moi, je suis pour le standard argent. C'est-à-dire il faut réintroduire l'argent dans le système monétaire. Milton Friedman disait... Le métal précieux le plus important de l'histoire économique, c'est l'argent métal. L'argent métal, c'est la monnaie du travail. L'or, c'est la monnaie du capital. Ouais. Les deux ne peuvent pas marcher sans l'autre. Si on réintroduit l'argent métal, déjà on détruit le capitalisme financier alchimique qui truque les cours de l'or et de l'argent. Ah oui, il a cessé de le faire. Ouais, il nous faut que ça. Les grandes banques sont condamnées. JP Morgan, les gens vont vérifier. Goldman Sachs, JP Morgan et d'autres sont condamnés pour trafiquer ce prix. Et je pense que vous détruisez le London Metal Exchange, la LBMA, London Bullion Market Association. London Metal Exchange, c'est le marché de l'or de Londres. C'est le plus gros marché de l'or du... Et qui publie une revue qui s'appelle The Alchemist. The Alchemist, je ne sais pas comment on le dit en anglais. Donc, ces gens-là le disent ouvertement. Et en fait, juste pour revenir au Frexit, le Frexit, pour moi, c'est une solution d'énarque. C'est... que les gens comprennent. L'article 50 du traité c'est ça, c'est sortir de l'Union européenne par le biais de l'article 50 du traité de fonctionnement de l'Union européenne. Or, moi, ce que je préconise, c'est si un jour on a la chance d'avoir un leader patriote, c'est-à-dire qui défend la terre de ses pairs, il peut tout simplement mettre en place l'article 16,
la France est dans un état de déliquescence que n'importe quand. En plus, BlackRock attaquera la dette. C'est quoi l'article 16 ? L'article 16 de la Constitution, c'est l'état de siège. L'état de siège, bon, ça a été mis en place, l'état d'urgence. Macron le fera pas parce que pour mettre en place l'article 16, il faut une légitimité populaire. De Gaulle, avec ses qualités et ses défauts, nous a laissé cette porte de sortie-là. Ouais. Et il peut légiférer par ordonnance ou par décret présidentiel via cet article 16. Et il ne faut pas sortir de l'Union européenne. Il faut la détruire. Comment on détruit ? En détruisant la zone euro et en disant ce qu'avait esquissé la Lega et le mouvement 5 étoiles en parlant de mini-bots avec des mini-bons du Trésor. On peut le faire avec la Monnaie de Paris. Monnaie de Paris, plus vieille institution et entreprise de France créée par Charles Le Chauve en 1754. Ça, c'est possible. Il suffit de dire l'euro, c'est de la monnaie fiat. C'est de la monnaie fiat. On le garde pour l'instant. Mais nous, Monnaie de Paris, on fait un franc or et un franc argent. Et ça, en fait, on va faire une monnaie pareille. Et on dit, il faut changer. Je rends hommage à Pierre Jovanovic et sa maison d'édition. Le retour au standard Antalfekete, le jardin des livres. Le retour au standard Antalfekete, il faut changer la loi sur le cours légal. Demain, on dit, on a le droit d'être payé en or et en argent. C'est la loi sur le cours légal du 7 décembre 1909. Et les entreprises ont, les gens peuvent être payés en monnaie fiat, mais s'ils le décident, avoir une partie en or ou en argent ou intégrale en argent. Et ça, en fait, vous détruisez le système capitaliste financier. Est-ce qu'on a assez de stock d'argent pour rémunérer les Français ? Alors déjà, l'argent, il y en a partout. Oui. Et j'invite les gens actuels, des fois on me dit mais qu'est-ce que je peux faire ? Pour lutter contre la grande réinitialisation et contre le système financier capitaliste et apatride, achetez de l'argent. L'argent c'est 22 € l'once. Juste. Oui. Le rapport or-argent, c'est 1 pour 15 à peu près. C'est ça. L'or vaut 15 fois plus cher. En général, c'est ça. Mais je pense, moi, pour ma part, si la grande réinitialisation va à son terme, l'argent va surperformer. Oui. Parce qu'en fait, l'argent, il y en a besoin pour les panneaux solaires, la digitalisation du monde avec les ordinateurs et les caméras, il en faut besoin pour tout. Donc l'argent métal, c'est pas la seule solution, évidemment. Et je ne travaille pas pour un courtier en or ou en argent. Je dis aux gens, regardez ce que faisaient vos grands-parents. Nous ne sommes pas plus malins que les gens qui nous ont précédés. Les gens qui nous ont précédés ont utilisé la monnaie qui était la monnaie de référence depuis des siècles et des millénaires. Voilà. Et vous savez pourquoi la monnaie, en France, nous l'appelons l'argent. On dit, est-ce que tu as de l'argent ? Est-ce que vous avez de l'argent ? Tout simplement parce que nous étions bimétallistes. Il y avait l'or et l'argent. Et la loi de Gresham s'appliquait et c'est l'argent qui circulait. Donc, pour désigner la monnaie, nous disons l'argent. La Banque d'Angleterre a démonétisé l'argent via les États-Unis avec le crime de 1873. Les Américains appellent ça le crime de 1873. Et c'est elle qui a imposé après, à la fin du 19e siècle, quand elle a liquidé Napoléon III avec son Union latine, c'est elle qui a imposé le standard or unique. Bimétallisme, standard or unique, système de change or, accord d'échange flottant, pétrodollar et monnaie numérique de banque centrale. C'est un plan, c'est un agenda des banquiers centraux et c'est possible de le renverser si on remet les choses dans le bon sens et j'ai de l'espoir que ça arrive puisque des milliers de personnes, notamment grâce à cette émission, en France, ont pris conscience du problème monétaire. On a chacun nos solutions à proposer, mais au moins on commence à y réfléchir, notamment grâce à vous, messieurs, j'en profite pour vous faire des compliments, et c'est pas fini. La France, vous l'avez dit, a des avantages dans cette grande réinitialisation et il ne faut pas avoir peur du lendemain, comme disaient les évangiles, ne vous souciez pas du lendemain, Dieu y pourvoira. Nous avons des solutions et la grande réinitialisation, c'est un plan et un agenda, ce n'est pas ce qui va se passer dans la réalité demain. On pourrait écouter Marc-Gabriel Draghi pendant des heures, mais c'est déjà la fin de cet entretien. On le remercie et on le rend hommage à son enthousiasme, à sa Et je rappelle qu'il est l'auteur de cet ouvrage, Le Grand Reset en marche, qui est disponible sur la boutique officielle de TV Liberté. Olivier, merci Marc-Gabriel, merci à tous les deux. Et à très bientôt, chers téléspectateurs.